Bonjour et bienvenue dans Tipeee Talks. Dans un contexte où l'égalité des genres en entreprise est encore un sujet d'actualité, je reçois Églantine Jamet pour nous parler des enjeux stratégiques et nous donner quelques astuces pour favoriser la mixité. Docteur en sciences sociales et spécialiste des questions de genre et diversité, tu es une entrepreneure qui accompagne des entreprises pour favoriser la mixité en fait, dans ces fameuses entreprises, et notamment sur la partie recrutement, pour recruter plus de femmes dans les secteurs de cadre. Alors bonjour Églantine Jamet. Bonjour. Alors ma première question, comment ça se fait que tu es tombée dans la marmite, si j'ose dire, de l'égalité ? Alors moi, je suis vraiment tombée dans la marmite de l'égalité à travers mes études, en fait, à travers mon doctorat. Alors, je pense qu'il y a quelque chose en moi qui fait que ce sujet me titillait un peu. Je viens d'une famille de 3 filles. Je pense que c'était très présent pour moi, que c'était quand même pas pareil, qu'on faisait pas les mêmes choses, que voilà, on projetait pas les mêmes attentes sur nous parce qu'on était des filles. Mais j'avais pas vraiment conscience de ça. Et puis c'est en faisant des études, voilà, au départ d'histoire anglaise et puis de sociologie, où j'ai travaillé sur les sujets en lien avec le féminisme, l'histoire des droits des femmes, l'égalité et les études genre. Et puis c'est comme ça vraiment que je me suis prise au jeu et que j'ai découvert ce champ de recherche. Voilà, c'est dans le cadre de mon doctorat, j'ai suivi plein de séminaires et puis j'ai jamais quitté ça en fait. Donc je pense que le pont vraiment entre la première partie de ma carrière et puis aujourd'hui, c'est cette idée de creuser ces inégalités, ce système en fait qui produit ces inégalités, de comprendre pourquoi. Donc c'est vrai que je l'ai fait très en profondeur dans la recherche et puis j'ai eu envie après d'agir en fait pour changer les choses. D'accord, donc d'où le monde de l'entrepreneuriat alors ? Exactement, avec un petit virage aussi dans le monde associatif au départ, avec l'association SEM qui va dans les écoles pour sensibiliser les enfants aux stéréotypes de genre et puis pour essayer de justement construire des avenirs un peu moins inégalitaires. Et puis Artemia depuis bientôt 6 ans pour accompagner les entreprises sur ces questions. Donc la sensibilisation, c'est important. Alors la sensibilisation, c'est le nerf de la guerre. C'est assez intéressant parce que sur ces sujets, les gens veulent du concret, des outils, des boîtes toutes prêtes à l'emploi. Et en fait, si on n'a pas conscience de ces mécanismes, si on ne comprend pas comment ça marche et surtout peut-être pourquoi on a intérêt à faire quelque chose, les boîtes à outils, ça ne sert à rien parce qu'en fait, on ne va pas s'en servir des outils. Donc il faut d'abord conscientiser. Il faut d'abord conscientiser. Alors justement, conscientisons. On est en 2024. Politique égalitaire homme-femme, elle en est où la Suisse ? Bon, je sais, c'est terrible. On aurait envie de se dire qu'on n'a plus besoin d'en parler, que tout va bien. Bon, en fait, ce qu'il faut bien voir si on prend un tout petit peu de recul, c'est que je pense à peu près jusqu'en 2018-2019, on vivait dans l'illusion de l'égalité. Donc ça, c'est assez important parce que pour travailler justement sur ces questions depuis plus de 20 ans, moi, pendant très très longtemps, on me disait « mais pourquoi tu travailles sur ces sujets ? Il n'y a pas de problème, il n'y a plus de problème ». Donc en gros, en Suisse, c'était les femmes ont le droit de vote, elles ont le droit de faire les mêmes études que les hommes, donc tout va bien. De quoi se plaint-on ? De quoi se plaint-on ? Et en fait, il y avait cette espèce d'illusion et de non-conscience justement que l'égalité, ça ne se décrète pas. Il ne suffit pas de faire une loi, il ne suffit pas de dire on est égaux, on a les mêmes possibilités. C'est la même chose sur beaucoup de problématiques sociales, qu'on parle des classes sociales, qu'on parle du racisme, c'est pareil. Donc ça ne se décrète pas, ça se construit. Et quand on vient de millénaires d'un certain système, ça ne se construit pas en quelques années, évidemment. Donc c'est aussi pour ça, il faut prendre conscience, je pense, de la complexité de ces enjeux. Je pense aujourd'hui, si on sort dans la rue et qu'on fait un petit sondage, personne ne va nous dire « moi, je suis contre l'égalité, je trouve ça génial, les discriminations. Youpi, je suis fondamentalement misogyne. » Voilà. Ça existe très peu. En revanche, l'inconscience qu'on vit encore dans un système qui produit ces inégalités et que si on ne fait pas quelque chose de spécial pour le changer, il se reproduit, ça, c'est encore très très peu présent. Et donc en fait, c'est pour ça que je dis un peu cette illusion que tout allait bien. Et puis pourquoi je dis 2018-2019, c'est le changement, parce qu'il y a eu le mouvement #MeToo, qui a quand même fait un peu une vague planétaire, tout d'un coup, de prise de conscience que peut-être qu'on n'est pas tout à fait dans un monde égalitaire. Et puis derrière, en Suisse, il y a eu la grève des femmes en 2019, qui a aussi eu vraiment une résonance au-delà de juste les cercles qui s'intéressent à ces sujets. Et puis ça a commencé à faire un peu un électrochoc et à ce que beaucoup de personnes, et pas seulement des personnes justement militantes ou investies ou dans ces sphères-là, se disent en fait il y a vraiment un problème. Et puis les entreprises ont commencé à s'y intéresser plutôt à ce moment-là. D'accord. Donc si je comprends bien, les préjugés, ils ont assez la vie dure, quoi.
Oui, oui, ils ont la vie dure, absolument. Et puis, encore une fois, c'est une question complexe. Donc, personne ne discrimine avec envie, mais beaucoup de gens ne sont pas conscients du problème. Et tu demandais, en fait, tu posais cette question de où en est la Suisse. Ouais. La Suisse a quand même encore beaucoup de retard hein, sur beaucoup de pays d'économie un peu équivalente hein, en Europe. Elle est très mal classée dans les classements, Les rankings, les rankings du Forum économique mondial. pas terrible. En fait, c'est intéressant parce que la Suisse est très bien classée sur l'éducation, par exemple, Ok. et très mal dans le monde professionnel, principalement à cause des problèmes de conciliation de vie, de politique familiale, qui font que c'est encore très compliqué quand il y a 2 parents en emploi, que les 2 se maintiennent réellement dans des carrières qui peuvent évoluer quand ils ont des enfants. Et puis, malheureusement, c'est encore souvent la maman qui fait le choix de réduire son temps de travail ou de mettre sa carrière un peu entre parenthèses. Évidemment que c'est un cercle vicieux. Hein, donc, ça commence quand on est enfant par le fait qu'on ne se projette pas dans la vie avec les mêmes envies professionnelles et familiales, à cause des modèles un peu qu'on nous donne et puis de tout ce qu'on stimule ou pas chez les filles et chez les garçons. Et puis après, à l'âge adulte, souvent, c'est quand même la femme qui gagne le moins dans le couple. Et puis, il y a peu de structures de garde, et puis ça coûte cher, et puis il y a un système de taxation si on est marié. Donc, tout ça, c'est pour ça qu'on parle de système. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas juste une raison. Et on dit beaucoup, ce sont des choix individuels, mais en fait, le poids du système par rapport à la possibilité de faire des choix différents, il est énorme. Ouais, d'accord. Donc en fait, l'arrivée des enfants, c'est quand même un espèce d'élément particulier, tu dirais? Absolument. Alors, il y a différents éléments particuliers. Il y a l'orientation professionnelle, qui est encore très genrée. Et ça, c'est vraiment un problème, notamment dans la tech, dans tous les métiers en lien avec l'ingénierie. Ou le care, si on fait l'inverse, quoi. Ouais. Ou le care, si on fait l'inverse. Avec cette petite nuance que aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de mouvements pour attirer les filles vers des métiers techniques, technologiques, etc., ce qui est formidable. Mais il y a quelque chose à gagner pour les filles à aller vers ces métiers. Donc, c'est pas pour dire que c'est facile, mais on peut leur vendre. Venez, c'est des métiers d'avenir, c'est des métiers où il y a des perspectives d'évolution de carrière, c'est des métiers où on peut bien gagner sa vie, c'est des métiers valorisés. Les métiers du care, aujourd'hui, c'est des métiers qui sont peu valorisés, peu rémunérés. On l'a vu au moment du Covid, parce que c'est des métiers essentiels, mais ils sont mal valorisés, mal rémunérés. Et donc, comment on fait pour attirer des garçons? Venez chez nous, vous serez moins bien payé, ça va être sympa. Or, on n'arrivera pas à faire l'un sans faire l'autre, parce que mathématiquement, ça ne marche pas. 50-50, oui, effectivement. Quoi. Donc, cet enjeu de mixité, il est dans cette répartition en fait horizontale dans les métiers. Et puis après, il est effectivement dans l'évolution. Et là, c'est vrai que la question familiale, alors, ce n'est pas la seule question, parce qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui n'ont pas d'enfants. Oui. Mais ces femmes qui n'ont pas d'enfants, elles peuvent quand même être discriminées, de nouveau de manière plus ou moins consciente, tout au long de leur carrière, par la suspicion qu'elles vont bientôt en avoir un. Parce qu'en Suisse, c'est 1,5 enfant par femme, donc ce n'est pas non plus un risque majeur de congé maternité tout le temps. Effectivement. Rapporté à une carrière complète, c'est rien. Mais ce qu'on voit, c'est 2 choses. C'est que les femmes, les jeunes femmes, se censurent parfois dans des choix en se disant le jour où j'aurai un enfant, ce sera compliqué. Donc elles se limitent en fait. Et c'est un petit peu dommage de se limiter à 22 ans si on a son premier enfant à 39. Et puis l'autre chose, c'est que les employeurs, malheureusement, et on le voit encore beaucoup, parce que nous, c'est vraiment un travail qu'on fait aussi avec nos clients dans un esprit de partenariat, de les challenger sur comment vous pouvez rendre vos processus inclusifs. Mais il y a encore beaucoup de craintes. Oui, mais elle a 28 ans et demi, elle n'a pas encore d'enfant, si je l'engage, etc. Ou elle a déjà des enfants, donc elle a une charge. Est-ce qu'elle pourra vraiment être suffisamment disponible, suffisamment engagée? Donc ça, c'est vraiment cette histoire de conciliation de vie et d'assignation un peu des femmes au rôle prépondérant dans la famille. C'est un élément qui péjore énormément leur carrière, qui explique aussi pourquoi elles sont moins présentes au poste à responsabilité, pourquoi elles sont moins payées. Et c'est un facteur de grande précarité pour les femmes, finalement, et de grands déséquilibres dans le couple. Donc moi, j'aime bien rappeler aussi qu'il y a un couple sur 2 qui se sépare. Donc quand on est trop aussi dans une vision un peu de l'ancien monde, où il y en a un qui rapporte l'argent, puis l'autre qui s'occupe de la famille, finalement, ça ne marche pas très bien sur le long terme si le couple ne tient pas toute la vie. Donc si j'entends bien, en fait, il y a une double sensibilisation, finalement, du côté des entreprises, parce qu'il faut leur dire, mais non, engager des femmes, c'est bien. Et puis de l'autre côté aussi, peut-être à un niveau plus privé, de dire, comment est-ce qu'on concilie tout ça au sein du couple en termes de carrière, quoi. Ouais, c'est intéressant parce que sur ce sujet, il y a beaucoup de fausses bonnes idées. C'est-à-dire donc par exemple, des entreprises ou des institutions qui disent nous, on est super en avance sur l'égalité, c'est super, on est très flexible, et donc si une femme réclame un temps partiel, on dit toujours oui, les gens peuvent être à 50%, etc.
Alors là, il y a deux problèmes. Mhm. Il y a le fait qu'on considère que c'est une femme qui va réclamer un temps partiel, et puis que finalement, c'est logique parce que c'est aux femmes de concilier vie professionnelle et vie privée, comme si les hommes n'avaient pas de vie privée, comme si les hommes n'avaient pas d'enfants. Et peut-être pas envie. Hein, Et ça, peut-être pas envie. voilà. Alors, ça pose différents problèmes. Mhm. Ça pose le problème, évidemment, de considérer un peu les hommes comme des citoyens de première classe de l'entreprise, et puis les femmes comme, bon, bah, Ça avec. voilà, on va les soutenir si elles veulent se Ouais. maintenir, mais bon, Ouais. bah, elles n'auront pas les postes à responsabilité à la fin. Hein. Et puis, à mon avis, c'est très embêtant pour les hommes, Mhm. parce que eux, ça les enferme aussi dans le fait que finalement, leur identité, c'est la carrière. Ouais. Et ça, c'est aussi un phénomène assez intéressant, et je pense que c'est très important d'en parler, parce que la question, si on veut que ça avance, c'est qu'est-ce qu'on a à gagner? Mhm. Alors, pour les entreprises, on va y revenir, et je pense que c'est assez clair. Mais est-ce que les hommes, ils ont quelque chose à gagner dans ce mouvement? Et je pense que dans le rééquilibrage, ils ont réellement quelque chose à gagner, et notamment parce qu'aujourd'hui, ils portent pour beaucoup un sac à dos assez lourd, Mhm. de devoir justement faire carrière, bien gagner leur vie, voilà, être dans une situation professionnelle réussie. Et il y a toutes ces histoires d'hommes qui perdent leur travail et qui n'osent pas en parler à leur entourage, parfois même pas à leur compagne, parce qu'il y a tout qui s'effondre. Ouais, c'est leur identité complète, quoi. Voilà. Et donc, comment faire pour que les hommes aussi puissent finalement investir les différentes sphères de leur vie, y compris la sphère familiale. Et bon, heureusement, hein, les choses évoluent, et on voit qu'il y a quand même aussi beaucoup de jeunes hommes qui aujourd'hui sont dans cette démarche de meilleur équilibre, d'être présents pour leurs enfants. Mais c'est encore des chiffres qui sont très, très ténus. Ouais. Hein. Donc, c'est ça qui est important, c'est de voir que oui, il y a une évolution. On n'est pas en train de dire qu'il ne se passe rien et que tout va mal. Mais cette évolution, elle est vraiment très lente. Mhm. Et puis après, l'autre problème, si je reviens sur mes 50% de fausses bonnes idées, ouais, c'est super de proposer de la flexibilité. Mais est-ce que c'est vraiment promouvoir l'égalité, justement, que ce soit juste de réduire le temps de travail? Parce que les femmes n'ont pas toujours conscience, justement, de la précarité dans laquelle elles se mettent en faisant l'impact que cela. ça va. Ouais. Voilà. Et je pense que l'employeur, bien sûr, n'a pas à s'immiscer dans la vie privée. En revanche, il peut ouvrir la discussion ou, dans la sensibilisation à faire, amener ces questions de si je reste X temps dans ma carrière à 50%, c'est quoi aussi l'impact sur ma situation financière, sur la retraite, etc. Et puis, comment on remonte? Parce que si on décide de réduire son temps de travail à un moment de sa vie où on a des enfants en bas âge, par exemple, très bien. Mais est-ce que c'est possible après de remonter? Et dans beaucoup de structures, ça n'est pas possible. Donc c'est là où c'est pas si simple que de dire tout le monde peut être à temps partiel s'il a envie. C'est ça. Et puis ce côté aussi, c'est important de finalement lisser à 70% sur toute sa vie professionnelle, aussi pour des raisons de retraite. Et puis aussi d'avoir ce côté, connaître les règles du jeu. Parce que si tu passes à 50%, tu ne peux pas avoir les mêmes responsabilités qu'avant. Donc quand tu fais tes choix, c'est quoi les conséquences des choix que tu prends? Donc moi, j'aime bien aussi sensibiliser mes étudiantes et mes étudiants d'ailleurs sur... on ne peut pas réfléchir jusqu'à quand le bébé il est là, puis dire « Oups, mince, qui c'est qui va passer à temps partiel ou comment on va faire ?» Il faut bien s'en occuper. Donc de réfléchir en amont. Et puis aussi les sensibiliser au fait que l'égalité, ce n'est pas encore gagné. C'est vrai que des fois, elles sont un peu là en train de dire « Mais qu'est-ce qu'elle raconte Yoyote ?» Enfin voilà. Mais... Et je pense que c'est vraiment un grand effort à faire d'essayer de penser un peu à l'encontre du rouleau compresseur qui fait qu'on va de toute façon refaire les mêmes choix que tout le monde parce que c'est trop difficile de faire autrement. Et effectivement, Sheryl Sandberg, qui est l'ancienne CEO de Facebook, elle dit dans son livre Lean In qu'elle conseille aux jeunes femmes de ne pas réfléchir à comment elles vont s'organiser tant qu'elles ne sont pas enceintes de 6 mois pour justement ne pas se censurer. Ouais. Et moi, je trouve que c'est un tout petit peu trop tard. Il faut quand même... avant de faire l'enfant avec le partenaire, ouvrir la conversation avec le partenaire. En tout cas, se mettre d'accord un petit peu, ouais, c'est ça. Voilà, parce que de nouveau, dans ce rééquilibrage, on est deux et c'est pas possible de dire les femmes vont pouvoir plus s'engager dans leur carrière si à un moment les hommes prennent pas aussi leurs responsabilités dans tout ce qu'il y a à faire par ailleurs. C'est ça, ouais. Tout à fait. Alors, justement, pour l'entreprise, alors, c'est quoi l'importance de cette mixité? Ça lui apporte quoi à l'entreprise? Alors ça, c'est amusant parce que souvent, on essaye de ramener un peu les gens sur terre. Hein. Si les entreprises s'intéressent à la mixité aujourd'hui, c'est pas parce que c'est une question de justice sociale. Elles y trouvent un intérêt. Elles y trouvent un intérêt. Alors, quel est-il? Et elles y trouvent principalement un intérêt financier. Okay. Et ça, c'est vrai qu'il y a 20 ans, quand il y a eu ces premières études sur la corrélation entre mixité, notamment dans les sphères décisionnelles, et performance financière,
les chercheurs étaient un peu, c'est pas très jojo quand même de justifier ça par le profit. Et puis surtout, est-ce que vraiment on va pas se retrouver à un moment à ce que ce soit pas démontré? Et puis, bon. Mais maintenant, on a vraiment plus de 20 ans de recul. Il y a beaucoup d'études qui sont répétées chaque année et qui démontrent vraiment que ce sont les entreprises qui ont les meilleurs niveaux de mixité au conseil d'administration, au comité de direction, qui sont les plus performantes. Ok. Et on voit que ce sont aussi ces entreprises-là qui sont les plus résistantes en cas de crise. Ça a été vrai en 2008 lors de la crise financière, ça a été vrai lors du Covid, et on a de nouveau des monitorings d'indices boursiers où on voit que les entreprises qui ont le plus de mixité dans les postes décisionnels sont celles qui résistent le mieux, où ça ne s'effondre pas complètement. Donc ça, c'est un fait aujourd'hui qui est vraiment prouvé. La mixité, et toutes les formes de diversité d'ailleurs, pas seulement la mixité culturelle, générationnelle, etc. Exactement, apportent de la performance aux entreprises. Après, si on réfléchit pourquoi, c'est assez évident. Il y a d'une part l'innovation, la créativité, le fait que si on n'est pas que des clones tout autour de la table, on va penser un peu différemment, on va amener des nouvelles idées, ça ne va pas être la même conversation. Donc, c'est l'intelligence collective, quoi, en gros. Exactement. Et là aussi, il y a des études qui ont mesuré l'intelligence collective autour de la table quand c'est un groupe non mixte et quand c'est un groupe mixte. Et ça change tout. La conversation n'est pas la même. Et ça, c'est vraiment très important de le rappeler. Et puis, bien sûr, il faut quand même ajouter quelque chose, c'est que l'idée, c'est pas de dire que les femmes et les hommes sont différents et puis qu'ils font pas de la même manière, parce que ça, c'est des stéréotypes et puis ça véhicule une vision. Bien sûr, la bosse des maths et ce genre de choses, oui, tout à fait. En revanche, aujourd'hui, dans la société dans laquelle on est, les hommes et les femmes ont souvent des parcours de vie, des expériences de vie qui sont encore extrêmement différentes. Et c'est la richesse de ces parcours de vie, en fait. C'est l'expérientiel, en fait, qui est la valeur ajoutée effective, quoi. Exactement, qui fait qu'on ne va pas penser aux mêmes choses forcément, on ne va pas forcément faire les mêmes liens, on va avoir un regard plus large. J'aime bien cet exemple, il ne parle pas de mixité homme-femme, il parle de mixité culturelle, mais il y a un produit qui avait été développé par des chercheurs au moment du Covid pour se désinfecter les mains. Ça, c'est distributeur qui détecte qu'il y a de la peau par une petite lumière, et puis le gel hydroalcoolique tombe dans la main, donc on n'a pas besoin de toucher, donc c'est parfait. Eh bien, dans cette équipe de chercheurs, il n'y avait que des blancs. Et un jour, quelqu'un qui avait la peau foncée a mis la main sur le distributeur et le gel ne tombait pas. Ah, voilà. Parce que la détection de la peau ne marchait pas. Et ça, c'est typiquement quelque chose auquel une équipe sans diversité va peut-être pas penser. Il y aura juste un angle mort. Tu es orthocentré sur ta manière de voir le monde. Donc, c'est ce genre de choses qui, pour toutes ces questions d'innovation, puis pour penser, alors dans les métiers technologiques, c'est particulièrement important parce que l'innovation, c'est pas seulement des gadgets, c'est comment on travaille, comment on vit, comment on mange, comment on est en bonne santé dans l'avenir. Donc, ça a un impact énorme sur la manière dont nos sociétés fonctionnent. Et puis là-dessus, d'avoir ces regards différents, ces expériences de vie différentes, c'est vraiment fondamental. Et puis le deuxième volet de pourquoi les entreprises sont plus performantes quand il y a de la mixité, c'est simplement que les entreprises qui ont de la mixité tout en haut, c'est celles qui ont une gestion des talents qui a permis de ne pas perdre en route une certaine catégorie de la population. Parce que quand on prend cette image du tuyau percé que j'aime bien, où finalement on a un début de carrière où on est égal... démarrage, c'est pareil. Mêmes études, on part avec les mêmes chances. Voilà. Et puis, à l'arrivée, il n'y a quasiment que des hommes dans le comité de direction. En route, on a perdu des femmes. On a perdu des femmes qui avaient des compétences, qui avaient du potentiel, exactement, sur lesquelles l'entreprise a investi. Donc, c'est un coût énorme déjà pour les entreprises de perdre ces femmes. Et puis surtout, et ce n'est pas très politiquement correct de le dire, mais la mauvaise nouvelle, c'est que tout en haut, ça veut dire qu'on n'a pas forcément les gens les plus compétents. Ça veut dire qu'on a peut-être les plus compétents d'une certaine catégorie. Mais un bon management, un bon système d'évolution, de détection des talents, de gestion de carrière dans une entreprise, c'est celui qui s'assure que c'est vraiment les plus compétents et ceux dont on veut les compétences tout en haut qui évoluent. Donc, c'est pas très étonnant que les entreprises qui arrivent à faire ça sans discriminer sur la base de telle ou telle catégorie, finalement, soient plus performantes. D'accord, donc en fait, c'est comment ne pas les discriminer d'une certaine manière et les attirer et les faire rester dans l'entreprise. Tout à fait. Alors maintenant, c'est comment, justement? Comment est-ce qu'une entreprise peut faire ça Maintenant, ok, on a compris, on est sensibilisé, c'est bon, pouf. Je m'y prends comment? Alors, on a parlé de sensibilisation. Le premier point très important, c'est cette question des biais. C'est le fait qu'on va
inconsciemment associer les hommes et les femmes à des compétences, à des comportements, à des possibilités différentes. Ok. Donc, d'avoir cette petite lumière allumée, la question, c'est pas de se dire est-ce que j'ai plus ou moins de biais, on en a tous, tout le temps, à chaque minute. Ça, c'est intégré, inconscient, on doit vivre avec. C'est le Ok. fonctionnement spontané de notre cerveau. Ok. Mais c'est de prendre conscience que ça a un impact Mhm. sur nos décisions, sur l'évaluation des personnes. Donc, à qui je vais confier un dossier important ? Qui je vois pour présenter ça à la prochaine séance où on va prendre une décision stratégique ? Qui je recrute? Qui je recrute ? Mhm. Qui je promeus ? À qui je fais confiance ? Avec qui j'ai envie de travailler ? Enfin, tout ça. Mhm. Et inconsciemment, on a tendance à recruter ou vouloir travailler avec des gens qui nous ressemblent. Ouais, les mêmes. Hein. Mhm. Et on a tendance à projeter des choses, donc à se dire ah oui, elle a l'air sympa cette femme, mais bon, est-ce qu'elle a vraiment les épaules ? Simplement parce que dans notre imagination, dans les modèles qu'on a intériorisés depuis qu'on est tout petit, un directeur, ça a une certaine stature, ça ressemble à voilà, ce monsieur qui passe la porte, qui a l'air d'un directeur, puis ça ressemble pas à la petite dame là que j'ai en face de moi. Donc, c'est des projections vraiment très ancrées, Ouais, c'est ça. très ancrées. Mhm. Mhm. Et quand on en est conscient, on peut vraiment se prendre au jeu de s'auto-observer, de se dire « Oh mon Dieu, c'est pas possible, là je suis tombée dedans ». Mais c'est normal, de nouveau, qu'on tombe dedans, mais si on s'en rend compte, Ouais. tout va bien. Et sur les processus de recrutement, où il y a beaucoup de biais, c'est vraiment une question RH assez connue, mais il y a en particulier des biais de genre qui vont toucher à est-ce qu'on imagine les hommes et les femmes en ayant le même style de compétences. Donc, il y a tout ce côté un peu essentialiste qu'on appelle en sciences sociales, qui est de se dire, par exemple, les femmes vont être plus empathiques, plus douces, plus à l'écoute, etc. Mais par contre, elles seront moins capables de prendre une décision ferme. Ça, ce sont des stéréotypes. Il y a des hommes extrêmement empathiques et à l'écoute, il y a des femmes qui sont capables de prendre des décisions fermes. La question, c'est comment j'évalue la personne qui est en face de moi pour qui elle est, et pas en plaquant ces stéréotypes. Il y a le fait de penser que les femmes vont donner la priorité à la famille, ça on en a parlé. Il y a le doute sur les compétences des femmes. Ok. Et ça, c'est quand même super intéressant, c'est que finalement, quand une femme reste un peu dans des stéréotypes très féminins, justement en étant souriante, agréable, Ça, c'est gentille, ok. On est d'accord. c'est ok, mais on va se demander si elle a les épaules. Ah, ok. Voilà. Donc, on se dit, elle a l'air très sympa, elle est certainement compétente, mais est-ce que vraiment pour ce poste très exigeant, elle va y arriver ? Elle est trop sympa, peut-être. Et puis quand une femme sort de ces stéréotypes et a un peu plus d'assertivité, etc., c'est bien mettre en avant ses compétences, elle fait peur. Ah, ouais. On la considère un peu comme agressive, on l'aime pas trop. Et c'est cette injonction contradictoire en fait qu'on retrouve toujours, de doute sur la compétence ou au contraire de pas avoir envie de travailler avec la personne. Et vraiment la question c'est de se dire est-ce que c'est aux femmes de surfer un peu en se disant je fais un sourire, j'ai l'air assertif, je fais un sourire. Tu tiques, ouais. Ou est-ce que c'est vraiment à nous, enfin à tout le monde en fait, parce que c'est pas une question d'homme-femme en fait. Ah ouais, non, les stéréotypes sont partout. Quoi. Voilà. Vive l'égalité. Exactement. De nous interroger sur ces filtres et ces perceptions différenciées, et puis encore une fois, au maximum regarder la personne pour qui elle est. Nous, c'est un exercice qu'on fait vraiment avant chaque entretien, et puis on le donne dans les trucs à nos clients bien sûr, mais c'est de se poser 5 minutes pour se dire c'est quoi mon sentiment là tout de suite maintenant. J'ai eu la personne au téléphone un quart d'heure, j'ai vu son CV, peut-être il y a une photo, il y a le prénom, il y a l'école que la personne a faite durant ses études, enfin plein de choses qui peuvent me donner des sentiments plus ou moins positifs. Ah non, mais ça c'est comme une excellente formation, et puis tous les gens que j'ai rencontrés qui avaient fait cette formation, ils sont géniaux. Oh là là, il a le prénom de mon pire ennemi à l'école primaire, je déteste les gens qui s'appellent comme ça. Oh, sur la photo, il avait... Comment tout ça... C'est biais, ouais. vont influencer mon jugement pendant l'entretien. Donc je les pose, je les fais remonter en fait. Ils sont en moi, je les fais remonter à la surface. Ça me prend de nouveau juste quelques minutes. Je les écris éventuellement. Et puis je me dis, ok, ça c'est du ressenti subjectif, conditionné par ces biais. Maintenant, je vais mettre ça de côté, puis je vais aller rencontrer cette personne en essayant d'être la plus neutre possible, puis vraiment de regarder qui j'ai en face de moi, de lui donner les mêmes chances qu'à toutes les autres personnes que je vais rencontrer dans le processus. Donc, c'est là où c'est intéressant de se dire que, bien sûr, on ne se débarrasse pas de ces biais. Bien sûr, c'est très complexe parce que c'est lié à nos expériences de vie, c'est très ancré. Mais ce n'est pas non plus une usine à gaz. Non, c'est qu'est-ce qu'on en fait, en fait, voilà. En définitive. Donc, en fait, si on reprend l'idée de l'intelligence collective, ce qu'il faudrait faire, c'est être à plusieurs pour l'entretien, avec des gens très différents. Comme ça, on fait un peu... On croise les regards d'une certaine manière. C'est exactement ça. Alors, nous, on est toujours deux. Ça fait partie aussi de nos processus, justement, de dire on est toujours deux aux entretiens. Et puis, on débriefe. Justement, parce qu'on n'a pas les mêmes expériences, on n'a pas nécessairement les mêmes référentiels, et donc de confronter les regards, c'est très important. Et c'est vrai que pour nos clients, on les encourage à avoir des comités de sélection ou des gens impliqués dans le processus
qui représentent une certaine diversité et Mhm. puis qui se challenge et d'éviter trop d'homogénéité ou la décision seule où là les biais sont très 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 enfin, c'est très facile de Ouais, tomber là, c'est... dedans parce Mhm. qu'on est ça veut pas dire de nouveau que on laisse complètement au placard son intuition ou ses ressentis hein, parce qu'il y a une part d'humain qui fait que bien sûr on sent des choses et que c'est pas toujours mais de bien distinguer entre pourquoi je ressens ça. Est-ce que ça peut être lié justement à des préjugés, quelque chose que j'associe avec une mauvaise expérience ou une bonne expérience, ça peut être aussi dans le positif, hein. Mhm. Ou est-ce que réellement, il y a quelque chose d'ordre interpersonnel qui est réel et là, Et là, c'est une souvent, autre histoire. la collègue ou le collègue aura Ressent. ressenti la même chose. Ouais, c'est ça. Mais au moins, tu valides, en fait, avec Exactement. plusieurs regards. Ok, alors il y aurait la partie recrutement. Est-ce que il y aurait d'autres éléments pour justement attirer plus de femmes et les retenir? Alors, il y a Ok. la culture d'entreprise qui Mhm. passe notamment par la prise de conscience et la prévention du sexisme ordinaire et du harcèlement. Ah, mhm. Voilà, alors là, on touche des sujets qu'on n'aime pas trop aborder hein, parce que dans toutes Dans notre entreprise, évidemment qu'on ne... ça n'existe pas. Non, on harcèle pas nos Ça collaboratrices, n'existe forcément. pas. Personne ne fait de remarques Non. déplacées, personne n'a un humour un peu Rien de lourd. sexiste, non, Voilà. évidemment. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le sujet où tout le monde aime bien quand le tapis reste bien propre. Mhm. Mais évidemment que ça a une conséquence énorme sur comment les femmes se sentent au sein de cette entreprise. Est-ce qu'elles se sentent suffisamment à leur place Ouais. D'égal à égal sur le terrain de jeu, avec les mêmes possibilités, Mhm. respectées pour qui elles sont, reconnues pour leurs compétences et pas juste vues comme une femme, justement. Pas ramener sans cesse à leur apparence ou à comment elles s'habillent ou à est-ce qu'elles ont des enfants ou est-ce qu'elles ont leurs règles Mhm. Donc le sexisme ordinaire, on dit beaucoup, ce sont des petites blessures, des micro-blessures, presque L'air de rien, invisibles, ouais. mais qui peuvent provoquer des choses très très graves. Mhm. Et en termes de santé au travail et de santé mentale, c'est extrêmement important de prendre ces choses-là au sérieux. Et on ne peut pas vouloir plus de femmes dans son entreprise, dans les postes à responsabilité, plus de mixité, etc., et ne pas traiter ce problème-là. Mais t'as pas peur que ça fasse un peu, mais c'est des pauvres petites femmes fragiles, on peut rien leur dire. Tu vois, qu'on tourne un peu le système dans l'autre sens. Mais je me demande si on dirait ça pour du racisme, par exemple. Ouais. Et je trouve que c'est intéressant souvent de faire cette comparaison entre sexisme et racisme. On ne peut pas la faire sur tous les plans, Mhm. mais c'est quand même la discrimination fondée sur une réalité à la base qui était justifiée par des éléments biologiques, hein, d'ailleurs, avec l'idée qu'il y a des êtres humains qui auraient des compétences différentes, des qualités différentes, et puis qu'il y a une supériorité quelque part, qu'il y a une hiérarchie de valeurs. Mhm. Alors c'est super intéressant, hein. Au 19e siècle, on avait des médecins, des scientifiques qui pouvaient justifier la supériorité des blancs sur les noirs, des hommes sur les femmes, et puis des patrons sur les ouvriers. Un peu de phrénologie au passage. Avec des grandes théories très scientifiques, des histoires de poids de cerveau. Alors bon, ça s'est un peu effondré. Le grand front, le grand menton, ouais, tout à fait. Quand on a pesé le cerveau d'Einstein et qu'on a vu qu'il était très léger, ça s'est un peu effondré. Mais tout ça pour dire qu'il y a des ressorts un peu similaires. Et puis, je crois que c'est fondamental de s'interroger sur justement notre tolérance au sexisme. Pourquoi ça paraît moins grave ? Pourquoi on est capable de faire le raisonnement qui montre que des blagues racistes, des petites remarques, etc., vont conduire à des actes beaucoup plus graves et donc qu'on ne peut pas tolérer même des choses minimes et qu'on a un petit peu de peine à le faire sur le sexisme et puis qu'on se dit non mais c'est juste qu'elles n'ont pas d'humour, c'est bon, c'est pas très grave. Parce que alors pour certaines femmes, typiquement pour des ingénieurs sur des chantiers, qui sont la seule femme sur le chantier, qui sont confrontées à ça toute la journée. Il y en a qui vont vous dire « mais c'est bon, moi je suis grande gueule, Voilà. je m'en fous, je laisse couler ». Mais il y en a d'autres qui vont vraiment être minées jour après jour ou avoir l'impression que c'est elles qui provoquent ces comportements parce qu'elles ne savent pas s'y prendre, parce qu'elles ne s'affirment pas assez, parce que peut-être elles se sont mal habillées, effectivement. Donc, enfin, ça crée des conditions qui ne permettent pas en fait de se sentir suffisamment bien juste pour faire son travail. Et la responsabilité de l'employeur, finalement, au niveau de la culture qu'il propose, de l'environnement qu'il propose, c'est de s'assurer qu'elle soit suffisamment saine pour que les gens viennent et fassent leur travail. Et soient d'ailleurs aussi le plus performant possible. Hein. Donc l'intérêt de l'entreprise, en termes de performance, il est aussi là. Mais juste cette responsabilité de s'assurer que les conditions sont OK, qu'on ne met pas la santé des gens en danger, et puis qu'on ne banalise pas des comportements qui ne semblent pas graves, mais qui en fait préparent le terrain pour des agressions sexuelles, pour des viols, pour des choses vraiment très très sérieuses. Et on sait que ces choses-là se passent dans les entreprises. On ne veut pas le dire, c'est pas du tout... C'est pas très... Voilà, effectivement. non, c'est pas politiquement correct, mais ça se passe. D'accord. Et souvent, quand on a des discussions avec des RH qui tombent de leur chaise en disant « mais enfin... »
Dans l'entreprise, il y a un peu l'idée que, de toute façon, les comportements moins graves, entre guillemets, sont tolérés. Donc, on ne peut même pas aller dire, justement, qu'il se passe ces choses-là. Mhm. Donc, c'est vraiment important, c'est vraiment une responsabilité. Et puis, peut-être le dernier volet pour passer sur des choses un tout petit peu moins tragiques, mais néanmoins extrêmement importantes, Ouais. c'est cette politique de conciliation de vie qui s'adresse aux deux sexes. Mhm. Une mesure qui est assez simple à mettre en place aussi et qui a beaucoup d'impact, c'est d'ouvrir la discussion avec un homme qui annonce qu'il va être papa. Ah ouais. Est-ce que tu veux travailler à temps partiel, par exemple? Je ne suis pas sûre que cette question soit souvent posée, d'ailleurs. Mhm. De la thématiser, c'est-à-dire qu'on n'oblige personne à quoi que ce soit, mais on dit, tiens, mais c'est génial, tu vas être papa, félicitations, comment tu vois les choses pour la suite, est-ce que tu aimerais t'organiser différemment, de quoi tu vas avoir besoin, etc. Et ça oblige déjà, les hommes à s'interroger sur leur rôle, Oui. ça montre qu'il y a une ouverture, parce qu'il y a aussi beaucoup d'hommes qui souhaiteraient Oui. diminuer leur temps de travail. Et puis qui n'osent pas forcément le formuler. Qui n'osent pas le formuler parce que de nouveau, on parle de culture. Il y a beaucoup d'entreprises où un homme qui demande une baisse du temps de travail, on considère qu'il est plus engagé dans sa carrière, que c'est pas possible, sa femme elle doit être pénible parce que voilà. Et c'est vu comme un signe de démotivation, de manque d'engagement, etc. Alors que voilà, aujourd'hui on sait très bien que même en étant avec un taux de travail réduit, on peut prendre des responsabilités. On sait aussi que c'est même un atout quelque part pour développer le potentiel des équipes. Les managers qui sont pas à 100%, ils voient vraiment se développer leurs équipes parce qu'ils ne sont pas tout le temps là, ils ne sont pas dans le micromanagement, ils ne sont pas dans le contrôle. Donc c'est aussi des modes de faire qui sont peut-être un peu innovants, mais qui apportent aussi des choses. Oui, puis ils développent des compétences à la maison quand même qui peuvent être transférables. Il y a plein de soft skills, accessoirement, qui peuvent être intéressantes. Ouais. Et donc, c'est vraiment un signal, si on ouvre cette conversation avec les hommes, si on montre que l'entreprise ne considère pas que c'est aux femmes de se débrouiller toutes seules, mais que vraiment, cette histoire de conciliation de vie, c'est un sujet pour tout le monde, et pas que pour les parents d'ailleurs. Ça peut être quand on est proche aidant, ça peut être quand on a des activités associatives, enfin voilà. Mais qu'il n'y a pas ce cadre rigide de tout le monde à 100%, sinon ça veut dire que vous ne voulez pas progresser, eh bien, c'est un vrai signal d'égalité, de culture ouverte. C'est très attractif d'ailleurs. Les jeunes aujourd'hui, qu'ils soient hommes ou femmes, ils ça leur cherchent plaît, cette nouvelle génération. Et puis, si vous faites ça pour les hommes dans votre entreprise, quelque part, vous rendez service à leurs conjoints ou conjointes dans les autres entreprises. Donc, c'est un vrai engagement pour l'égalité. Et ça change beaucoup la culture. Oui, donc en fait, comment il y a un petit peu des soucis de pénurie de main-d'œuvre qualifiée. D'aller un peu s'intéresser aux femmes, ça pourrait être un sacré atout. Absolument. Et c'est vraiment le sens de la démarche d'Artemia. C'est de dire il y a quand même ce vivier de talents pas suffisamment exploité, pas au bon niveau. Aujourd'hui, les femmes en Suisse, elles sont plus diplômées que les hommes. C'est 55% de la main-d'œuvre qualifiée. Et dans les postes décisionnels, elles sont à moins de 20%, et dans les très grandes entreprises, à moins de 10%. Donc, il y a vraiment cet écart qui fait qu'on n'a pas des personnes qui ont vraiment les compétences au bon endroit. Donc, pour les entreprises, c'est une énorme perte. Pour ces femmes qui veulent s'engager, parce qu'il y a celles qui choisissent peut-être de mettre leur carrière un petit peu moins sur le devant de la scène, mais il y en a plein qui veulent s'engager et à qui on ne fait pas forcément confiance, là où on pourrait le faire. Ça, c'est un travail aussi auquel c'est des choses auxquelles on rend nos clients attentifs. Si vous cherchez un directeur ou une directrice financière, en Suisse, aujourd'hui, c'est assez impressionnant. Les finances, c'est un métier qui est très, très mixte à la base, dans les études, dans les premiers postes. C'est vraiment un des rares métiers où on est 50-50. Eh bien, CFO, vraiment le poste de direction financière, il n'y a quasiment aucune femme. Donc, si vous avez un poste de direction financière et puis que vous vous dites, je vais me donner la chance d'avoir autant de candidats hommes que femmes pour vraiment voir si je peux amener de la mixité, il ne faut pas chercher quelqu'un qui a déjà eu le poste de direction financière, sinon vous n'allez pas avoir de femmes. En fait, tu te fermes des portes directes, quoi. Et puis, ce n'est pas parce qu'elles n'ont pas le titre de CFO qu'elles n'ont pas les compétences pour l'être. Parce qu'elles ont un parcours qui fait qu'en tant que femme, on ne leur a pas fait confiance pour ce rôle-là, où ça a été plus difficile, il y a eu plus d'obstacles, mais elles ont peut-être toutes les compétences, même si elles sont un cran en dessous. Et donc, d'avoir cette ouverture d'esprit, tu parlais de compétences transférables, c'est aussi un autre élément qu'on utilise beaucoup. Comme nous, on travaille pas mal sur des postes de management, de direction, etc. C'est des postes pour lesquels les pures compétences métiers, terrain, techniques sont moins importantes. Ça ne veut pas dire qu'elles ne le sont pas du tout, mais ça veut dire que tu peux faire beaucoup plus de compromis qu'avec des métiers de terrain.
Donc, tu peux aller regarder dans le secteur d'à côté, où il y a peut-être un petit peu plus de femmes, tu peux faire des liens entre des domaines d'activité un peu connexes, et tu apportes aussi une diversité à ce moment-là, de regard extérieur, de quelqu'un qui vient d'une autre industrie, où il y a le même type de problématique, mais qui va apporter un regard nouveau. Ouais, tout d'un ou des parcours atypiques, quoi. Typiquement, atypiques et typiquement. Ouais. Non, mais exactement. Donc, c'est pour ça que moi, j'aimerais souligner qu'en fait, cette réflexion sur la mixité, le fait de faire quelque chose de proactif pour amener cet équilibre, ça permet de se questionner sur la culture et la flexibilité au travail, donc l'attractivité dans un monde où on est en pénurie de talent. Ouais, Voilà. ça tombe bien. Ça permet de se questionner sur l'innovation, sur l'intelligence collective, sur comment on s'assure qu'on n'est pas avec des Pas trop de environnements, biais, etc. tout ça. Et ça permet de se questionner sur le management, les gestions de carrière, les modèles qu'on promeut, comment on gère les talents, mais aussi, et ça je crois que c'est très important, quels critères on utilise pour déterminer si la personne est apte à prendre des Elle est responsabilités. compétente ou pas, ouais, c'est ça. Compétente ou pas, mais moi je trouve que la compétence, souvent, c'est un mot un peu valise derrière lequel on se cache. Parce qu'on entend toujours cette phrase, on l'a encore entendue hier ou avant-hier, je me suis dit décidément 2024, mais on l'entend toujours. Ah mais on veut bien que vous nous présentiez des femmes, hein, si elles sont compétentes. Non, en général, quand on fait du recrutement, on présente des personnes qui ne le sont pas. Et surtout, Je vois bien. on n'a jamais entendu cette phrase au masculin. Non, c'est clair. Personne ne nous a jamais dit « Ah oui, je veux bien voir des dossiers masculins, hein, mais s'ils sont S'ils sont compétents. » ouais. Comme si les hommes, par défaut, ils sont compétents, Puis et puis les femmes, elles doivent le prouver. Ouais. Et Ouais. ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup chez les femmes cadres avec qui on est en contact, hein, qu'elles doivent prouver 2 fois plus, qu'elles s'épuisent parfois à devoir vraiment démontrer parce qu'on ne leur fait pas confiance a priori. C'est aussi quelque chose qui a été démontré que dans les entretiens d'embauche, on va beaucoup plus chercher les femmes sur des questions techniques parce qu'on doute. Mais elle sait vraiment le faire, ça, elle sait de quoi elle parle. Alors qu'avec un homme, on va peut-être plus facilement glisser dans de la conversation, etc. Donc, c'est vraiment intéressant de voir que ces biais, ils sont présents. Et sur cette question de la compétence, je trouve que ce qui est vraiment important, c'est de se dire, OK, mais ça veut dire quoi être compétent pour ce poste-là? Qu'est-ce qu'on recherche exactement? Et comment on la définit, cette compétence? Et puisque c'est des postes finalement à responsabilité, où on parle beaucoup notamment de leadership, ça veut dire quoi le leadership? Est-ce que le leadership, ça veut dire prendre de la place, parler fort, occuper l'espace, power, être autoritaire, etc., avoir de l'ego? Il me semble qu'aujourd'hui, on a un peu compris. On peut peut-être dépasser ça, effectivement. Et que ça produisait aussi beaucoup de comportements toxiques et que ce n'était pas du tout forcément une bonne idée que ces gens qui sont dans l'ego ou dans l'autorité soient un peu surreprésentés dans les postes décisionnels, parce que jusqu'à présent, c'est le cas. Ils sont malheureusement surreprésentés. Donc, comment on fait si on se dit, OK, le leadership, c'est pas ça? Mais alors, qu'est-ce qu'on met dedans comme ingrédient et comment on va aller le détecter dans un processus avec des gens, hommes ou femmes, qui sont peut-être moins des gens qui ont cette capacité à avoir très confiance en eux, à s'affirmer, etc. Pendant longtemps, on peut penser qu'il y a eu une sorte de confusion entre la confiance en soi et la compétence. Parce que quelqu'un arrive à vous dire « mais ça, moi, je sais le faire et je suis super bon » et qui parle bien. Il emballe le truc et puis c'est réglé. Ouais. Vous vous dites « ah bah ouais, il sait le faire ». Mais en fait, c'est vraiment une question de comment on parle, comment on se met en avant, comment on utilise ça. Et donc, il y a ce chercheur, Thomas Chamorro-Premuzic, qui travaille à l'Université de Londres, qui a vraiment montré ce problème de confusion entre la confiance en soi et la compétence, et qui dit aujourd'hui, ce qu'on demande aux femmes, c'est pas d'adopter ces traits négatifs du leadership dont on ne veut plus, et donc d'avoir super confiance en elles, de s'affirmer, etc. Non, ce qu'on demande, c'est d'avoir des critères de sélection qui font qu'on arrive à repérer ceux qui sont dans l'ego et dont on ne veut plus, et qu'on arrive à bien sélectionner les bonnes compétences, les bons profils dont on veut pour ces postes décisionnels. Et ça, je crois que c'est finalement c'est pour ça que je dis que la mixité est un levier, parce qu'en fait, en réfléchissant, en permettant d'ouvrir la discussion sur c'est quoi le leadership, c'est quoi ce dont on a besoin pour ces postes-là. En fait, ça nous oblige à réfléchir, à penser où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on veut exactement et quelles sont les compétences qu'on recherche. Exactement. Et là, je crois qu'on est vraiment dans un levier de transformation du monde du travail qui va beaucoup plus loin que juste cette histoire d'équilibre homme-femme, mais qui est essentiel, parce qu'on voit bien aujourd'hui que tant les entreprises que la politique ou le monde de manière générale a besoin de ces leaders qui incarnent autre chose et qui sont beaucoup plus dans inspirants et avec une forme d'humanité et de faire passer en priorité le bien de l'organisation, le bien des êtres humains qui composent l'organisation, le but vers lequel on veut aller, aussi avec tous les enjeux d'innovation, de transition environnementale, sociétale, etc., que
mon pouvoir et ma petite position d'autorité dans cette structure. D'accord. Alors, Églantine, j'aurais encore une dernière question. Allez, je suis responsable d'une PME. J'aurais besoin de 3 trucs et astuces, la petite boîte à outils, tu vois, pour que je puisse m'en sortir. Qu'est-ce que tu me donnerais comme conseil? Ou qu'est-ce que je dois faire, en fait, pour arriver à avoir une politique plus mixte dans mon entreprise, si je veux pouvoir commencer par quelque chose? Alors, la première chose, c'est de regarder où on en est. Ça paraît bête, État des lieux. État des lieux, D'accord. voilà. J'ai, combien d'hommes, combien de femmes, mais où? Chiffres, ouais. Si j'ai que des femmes à l'admin et puis que des hommes dans la technique, est-ce que c'est vraiment de la Je mixité? suis peut-être un peu perfectible, ok. Et puis, vous avez il y a des structures qui ont 60% de femmes, par exemple, mais 0 à la direction. Ouais. Voilà. Donc, en fait, ils sont où les freins? Ils sont où les obstacles? Il est où le problème? D'accord. Et puis, en fonction de ça, de prendre des mesures, d'en parler. En fait, de faire émerger ces choses-là. Ouais. Exactement. Et de bien communiquer sur le sujet. Moi, je pense qu'il vaut mieux ne rien faire que de faire des petits trucs sans trop expliquer pourquoi, qui vont créer de la résistance. Donc, une fois qu'on a fait l'état des lieux, on en parle, on communique, surtout si on est une petite ou moyenne entreprise. Souvent, c'est des équipes à taille humaine où on peut vraiment partager l'information. Et on implique des gens à l'interne de différents métiers, de différents niveaux. De la mixité par rapport à tout ça, ouais. Pour réfléchir ensemble. Alors, je pense se faire accompagner par des spécialistes, c'est important parce que sinon, il y a beaucoup de... Il y a les biais, toujours, il faut arriver à les faire émerger. Ça passe quand même par de la formation, mais ça passe aussi par des choses très concrètes, comme ce dont on a parlé avec l'attitude à avoir vis-à-vis des futurs pairs, comme une certaine forme de flexibilité, comme une attention au processus de recrutement. Je pense que ça, et de détection des talents. Déjà commencer par là, ce serait déjà pas mal. Voilà. Donc, c'est vraiment des mesures qui ne sont pas forcément très complexes, mais au départ, il faut savoir où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on aimerait aller, et s'assurer qu'on a l'adhésion aussi de l'équipe, des collaborateurs et des collaboratrices. Et pour ça, je pense que c'est très important d'avoir une communication positive qui explique pourquoi l'entreprise elle a intérêt à s'engager là-dedans, pourquoi elle veut le faire. Si on zappe cette étape, on crée beaucoup de résistance. Et derrière, c'est très difficile d'amener du changement. D'accord. Églantine, merci beaucoup. C'était super intéressant. Merci bien pour toutes ces lumières, en fait, par rapport à l'égalité et la mixité. Merci pour l'invitation. Vous appréciez le podcast Tipeee Talks? Alors n'oubliez pas de nous soutenir en vous abonnant et en le partageant autour de vous.